Des résistants mucipontins réceptionnant un parachutage sur le plateau de Féhanhé ont une prise de contact avec une patrouille de reconnaissance américaine. C'est en 1942, à Cézeray, qu'une poignée d'hommes décide de former un groupement local de résistance sous la direction du colonel Charles François. On le connaît depuis toujours parce que c'était un ami de mon père. C'était premièrement un érudit et puis deuxièmement, je pense que c'était un patriote. C'était un homme de caractère? Oui, mais je ne peux pas vous en dire plus parce que c'était les FFI, c'était secret. Oui, c'est ce qui était là. Personne ne savait qui faisait partie des FFI, qui n'en faisait pas partie. C'était le secret absolu parce qu'il y avait la Gestapo qui était là, qui traînait une oreille partout. Donc, moi, j'avais su, je ne sais qui, je crois bien que c'était sa fille qui avait dû me dire, mon père, c'est lui qui commande les FFI ou quelque chose comme ça. Et quand je l'ai dit devant mon père a eu une réaction brutale qui n'était pas du tout dans ses habitudes. Il m'a flanqué une paire de claques en me disant surtout, ne raconte pas ça parce que c'est sa vie qui est en danger, c'est la vie des siens. Je pratiquais donc l'aviron, déjà avec comme président Charles François, qui lui est devenu également mon commandant, parce qu'il s'occupait donc des FFI du secteur. Mes actions en tant que FFI, c'était toutes petites. C'était du renseignement, du sabotage. Je n'ai jamais fait des actions armées. Il n'y avait pas assez d'armes pour tout le monde. Et, alors, quel genre de sabotage? Eh bien, par exemple, fabriquer des clous à 4 pointes en douce à l'usine pour ensuite les semer sur les routes. Par exemple, trafiquer les boîtes de graisse des moteurs que les Allemands voulaient emmener en Allemagne, parce qu'ils nous ont fait démonter des moteurs à l'usine, tous les moteurs électriques. Donc dans les boîtes à graisse, à huile, on y mettait des copeaux de limaille, quoi. On en a mis également avec des copains dans les boîtes à graisse de certains wagons, parce qu'on savait que ça allait partir. Bon, c'était ce genre-là, quoi. Depuis début 1944, l'organisation appartient aux forces françaises de l'intérieur, sous le commandement régional du colonel Grandval, le chef départemental étant le colonel de Préval. La veille du débarquement, Radio Londres diffuse le message codé « Croisez roseaux, bruissez feuillage », donnant l'ordre à la résistance de commencer les destructions d'ouvrages stratégiques. Le secteur mucipontain en a exécuté 34 depuis le 6 juin, dont 18 sauvetages de pilotes alliés. Fin août, de nombreux éléments du maquis ont gagné le Bois-le-Prêtre et la forêt de Puvenel, sous le commandement du capitaine Saunier et du lieutenant Beyer, avec pour mission de harceler l'occupant et de recueillir des renseignements. Les Allemands tiennent la ligne de défense de Marbach à Novéan avec la 3e division d'infanterie et la 29e Panzer Division. Dans la matinée, ce 1er septembre, les hommes du colonel François attaquent une avant-garde allemande qui se replie sur la route de Commercy, au lieu dit les 4 Vaux à Limay. Un camion et 2 voitures sont détruits, 15 hommes sont mis hors de combat. Pendant toutes ces périodes-là, il y a eu plusieurs attaques. La première, je me souviens, nous avons attaqué le reste d'une colonne qui avait été mitraillée par les avions anglais sur la route de Commercy. D'accord. Hein, les avions avaient pris l'enfilade en venant de Pont-à-Mousson, direction de Pont-à-Mousson, en allant sur Limay. Et ils ont pris en enfilade, et là, ils ont attaqué les Allemands. Et le reste, qui ont réussi à passer malgré l'attaque, sont venus sur nous, sont venus buter sur nous. Et là, dans les 4 Vaux, nous étions 3 groupes différents, un du côté de Limay, un au milieu, dont je faisais partie, et un sur le côté de Pont-à-Mousson. Et là, ceux qui rentraient dedans, ils étaient pris dans la nasse. Alors évidemment, moi avec Ditsched, nous étions habillés en allemand parce qu'on avait récupéré des uniformes allemands de 2 soldats allemands qu'on avait retrouvés dans les bois.
Alors on les avait gardés avec nous. Il y a eu une discussion extrêmement serrée à ce sujet-là, s'il fallait les fusiller ou les garder prisonniers. Et là, il a été décidé qu'on les gardait prisonniers. Ils nous servaient à faire les corvées, quoi. Ils nous lavaient du linge, ils faisaient la cuisine, enfin, ils nous ont servi quand même. Je dois dire, ils n'ont jamais cherché à se sauver. Donc avec les uniformes de l'armée allemande et le matériel qu'on avait récupéré sur les Allemands, il y avait les signaux pour faire arrêter les convois. Donc avec Ditsched, habillé en allemand et moi aussi, on a arrêté les camions, et quand les camions étaient arrêtés, les gens qui descendaient, on faisait déclencher le feu. Et on a récupéré ainsi 5 véhicules, c'est-à-dire 4 véhicules dans les 4 veaux. Les représailles furent terribles. Des hommes de la Panzer-Division incendient Martincourt. À 16h, fusillent 3 habitants. À 23h, c'est au tour de Mamet de brûler et à 12 personnes d'être fusillées. Les Allemands entreprennent toute une série de destructions qui ont pour but de ralentir la progression en ville de la 80e division, dont les premiers éléments commencent à prendre position sur les hauteurs de Pont-à-Mousson. Dans la nuit, les Allemands font sauter le pont en bois qui avait été édifié en 1940 en face de l'abattoir, ainsi que ceux qui enjambent le canal. À 13h30, des saboteurs allemands incendient l'aile gauche du lycée qui abrita l'université Lorraine pendant 2 siècles. Toutes les barques sur la Moselle et le canal sont coulées à la grenade. En réponse, les FFI sabotent le central téléphonique des PTT et la centrale électrique des Hauts-Fourneaux. Déjà, on sentait que les Allemands devenaient furieux. Il y avait une limonaderie, une fabrique de limonade qui s'appelait Le Jaille, et ils étaient dans la cour et ils jetaient les bouteilles vides, si vous voulez, contre les murs pour les faire éclater. Enfin bref, c'était déjà l'horreur. D'autant plus que quelques jours auparavant, les Allemands avaient eu un fil téléphonique qui avait été coupé. Naturellement furieux, ils avaient dit au maire, si ça se reproduit, eh bien, on fusillera 50 otages. Depuis la veille, les Mucipontins ont déserté les rues. L'atmosphère est lourde. Plus aucun convoi ne traverse le pont. C'est l'aile droite du lycée qui est incendiée à 13h30. S'ensuivent les établissements ADT qui servaient d'aire de stockage de matériel aux Allemands. Les Allemands évacuaient Paris et Pont-à-Mousson avait été choisi comme, enfin du moins ce qu'on croit savoir, avait été comme point de stockage de matériel de la Croix-Rouge, et c'est à ce titre que le collège a été réquisitionné. Alors quand M. Stroman a su que son lycée, à son grand scandale, allait être occupé par les troupes allemandes, son souci a été d'évacuer cible du point de vue matériel, et il nous a demandé, à moi et à quelques amis, d'évacuer, si l'on peut dire, de sauver la bibliothèque du lycée, qui était relativement importante, comme toutes les bibliothèques de lycée. Et il a fallu me le demander entre autres parce qu'il savait qu'au titre de notre magasin, nous avions une charrette assez... Il ne s'agissait pas de le faire en voiture, parce qu'il était difficile d'avoir une voiture et de l'essence. On avait une charrette à bras, et c'est avec cette charrette qu'on a évacué tous les livres de la bibliothèque du lycée. Depuis le matin, le barrage à aiguilles en face de la gendarmerie et le pont bleu sont détruits. En fin de soirée, vers 23h, 6 avions Thunderbolt P-47, équipés chacun de 2 charges de 450 kg, lâchent leurs bombes sur la ville. C'était terrible. À l'explosion des bombes, le sol se soulevait de plusieurs centimètres. On se sentait rebondir. Mon père est sorti voir encore où c'était bombardé. Bon, c'était de la rue des Carmes, il y a une bombe qui a tombé à quoi, à 500-600 mètres de notre maison. Rue des Carmes, hein, elle a tombé dans la ruelle des Trois Tours. Il y a une grosse bombe qui a tombé, qui n'a pas éclaté dans le chemin de ça, où je me suis résidé dans le temps. J'ai encore l'odeur
dans les narines et le bruit dans la tête d'une explosion énorme. J'ai vu mon père qui était projeté par le souffle, il est passé au-dessus de son lit, au-dessus du mien, et il a atterri dans la porte. La figure en sang, parce qu'il avait eu l'arcade sourcilière ouverte par un petit éclat, ou une pierre projetée, je ne sais pas. Et puis nous sommes descendus précipitamment à la cave. On a vu que dans l'angle de chaque mur, on voyait le jour. Les murs s'étaient écartés de 2 cm à peu près à chaque angle de la maison. On entendait ce miaulement des bombes arriver, et puis alors la maison qui tremblait, les verres qui se cassaient, enfin bref. Puis ça a duré, ça m'a paru un siècle, mais bon, ça a duré, je sais pas, 20 minutes à peu près. Ça ne se justifiait pas, il y avait pratiquement plus d'Allemands, ils étaient passés, il restait quelques petites unités. À Saint-Martin, il y en avait encore quelques-uns à Saint-Laurent, mais il y avait très peu de monde et il y avait peu de circulation. La débâcle allemande, parce qu'il s'agissait bien d'une débâcle, était passée, et puis c'est tout, quoi. Mais militairement, ça ne se justifiait pas. Après, les Américains ont dit, on a voulu donner un coup de semonce aux Allemands, mais en fait, c'était un coup pour rien. La mission est exécutée par la 19e Tactical US Air Force, qui est chargée de l'appui aérien de la 3e armée de Patton. Ce soir-là, les avions ont décollé de la base de Saint-Dizier. Le bombardement provoque un violent incendie, place du Roc, à l'angle de la rue Saint-Laurent. Les Allemands qui étaient de l'autre côté, sur la rive droite, tiraient sur tout ce qu'ils voyaient sur la rive gauche. Alors les pompiers qui étaient obligés d'aller chercher de l'eau là, risquaient de se faire massacrer. On manquait d'eau, on n'a pas pu enrayer l'incendie. L'incendie s'est arrêté à l'hôtel de ville, hein, parce qu'on a tout fait pour sauver l'hôtel de ville. Les pompiers et des volontaires luttent contre le feu toute la nuit. Les Allemands font stopper la motopompe située rue Saint-Laurent à 5 h du matin. Une autre sera dépêchée sur place le lendemain par l'usine des fonderies, puisant son eau dans le ruisseau d'Esch à l'abri des regards allemands retranchés à Saint-Martin. À 7 h 20, 2 Panzers remontent la rue Saint-Laurent puis virent à gauche pour emprunter le pont. 1 minute plus tard, les Allemands déclenchent les charges des chambres de mine du pont qui volent en éclats. La ville est coupée en 2. Immédiatement, dès que le pont a sauté, les Américains arrivaient. Hein. Les premières colonnes. Hein. Vous savez, ils étaient prudents, hein. Ils n'arrivaient pas comme ça. Mais ils étaient déjà installés sur Pluvenel. Ils regardaient, quoi. Non, ils tiraient. Ils tiraient pas tellement à Saint-Martin, parce qu'ils devaient d'abord bombarder Saint-Martin. Mais disons que les Féfis leur avaient dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'Allemands à Saint-Martin. Mais alors, ils ont arrosé Luxon, Mousson, Verraton, Sainte-Geneviève. Hein. Alors, il y avait des canons installés sur ce qu'on appelle la route blanche sur Pluvenel, et puis vas-y, je t'arrose, hein. Ça a duré un moment. Hein. C'était sporadique. Des salves tirées ici, des salves tirées là. Vous savez, en guerre, il y a la grande attaque, mais il y a aussi le test de la résistance de l'ennemi. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Les 2 tristes saboteurs allemands repassent la rivière en barque au niveau de l'ancien barrage pour faire sauter le pont de la gare et l'entrée de la rue Victor Hugo à la hauteur de la rue des Fossés, provoquant un énorme cratère. Les charges sur le pont de la gare, pas assez puissantes, ne l'ont que partiellement détruit. À 9 h 26, 2 jeeps et 4 GIs du bataillon du 319e entrent officiellement par le boulevard Ney, place Thiers, devant l'hôtel de la Poste.